Mais ils ont liberté. Je vous remercie d'être là, nombreux, nombreuses. Je suis très content d'intervenir aujourd'hui auprès de vous. Il se trouvait que j'étais à Paris cette semaine et donc ça s'est goupillé de telle sorte que je pouvais être avec vous ce soir ici à Toulouse. En plus, je ne connais pas encore Toulouse. Je sais, c'est assez odieux, mais j'étais encore jamais venu, donc je suis très, très content, doublement content d'être là. Alors, je vais vous présenter les idées principales d'un ouvrage qui est paru il y a quelques années maintenant, qui s'appelle L'être et l'écran, mais qui est reparu en deuxième édition plus récemment. Et donc je vais déployer un propos qui va prendre un petit peu de temps, parce que je vais poser des idées qui s'accumulent, et puis par accumulation, à la fin, normalement on voit les choses un peu autrement, et après on pourra discuter. Et je vais essayer de faire en sorte qu'on ait un temps d'échange quand même assez consistant, pour que ce soit un peu plus interactif. Alors, c'est un travail que j'ai réalisé quand j'étais en France. Ça me fait bizarre de dire quand j'étais en France, mais c'est vrai que depuis peu je suis maintenant à Montréal, au Québec. Et c'est un travail qui est issu au départ de ma thèse en philosophie, puis qui est devenu un ouvrage, etc. Et je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet et vous dire un petit peu de quoi on va parler, quel est le propos finalement, quel est le problème. Finalement, la problématique assez générale de ce travail, c'était de se demander qu'est-ce que nous fait le numérique à nous, les sujets. C'était de moins s'intéresser aux objets numériques et se questionner plus sur les sujets. Et donc, de ce point de vue-là, adopter une approche, je vais y revenir, phénoménologique, centrée sur l'expérience perceptive que nous faisons en tant que sujet du numérique. Et puis, ça permettait de re-questionner des grandes questions philosophiques classiques. Qu'est-ce que c'est finalement que percevoir ? Philosophiquement parlant, qu'est-ce que c'est que faire l'expérience de la présence, qui généralement est indissociable justement de l'expérience perceptive et sensible. Qu'est-ce que c'est au fond qu'exister, comme aurait dit Heidegger, au sens de être au monde, être là, être présent et percevoir. Alors, ça donne un peu le vertige, ces questions-là, mais avec le numérique, justement, on peut les reposer de manière nouvelle, et c'est ce que j'ai tenté de faire. Alors je vous disais, aborder les choses ainsi, c'est les aborder sous l'angle de la phénoménologie. Donc la phénoménologie, c'est justement l'étude du phéno, du phénomène, de ce qui apparaît, de l'expérience de percevoir les choses telles qu'elles nous apparaissent. Mais parler de phénoménologie des techniques, c'est assez rare. Et d'ailleurs, en France, je dois dire qu'il y a très très peu de travaux qui abordent les techniques, les technologies sous cet angle, sous l'angle de la phénoménologie. Et pourtant, c'est une discipline, la phénoménologie des techniques, qui existe aux États-Unis ou aux Pays-Bas, j'ai mis quelques références là, et qui a beaucoup à nous apprendre sur notre condition à l'ère numérique. Alors c'est aussi le travail que je vous propose, c'est aussi une phénoménologie historique. Il ne s'agit pas seulement de s'interroger sur le moment numérique, il s'agit aussi de revenir en arrière dans l'histoire des techniques, de tenter de comprendre ce qui se joue entre la perception et la technique avant le numérique, et puis évidemment, bien sûr, à l'ère numérique. Et donc ça va permettre aussi de donner un peu d'objectivité, s'appuyer sur l'objectivité de l'histoire des techniques pour tenter de comprendre aussi comment subjectivement on se positionne. Là, il y a toute une tradition en France, en philosophie des techniques et des sciences, étayée sur l'approche historique qui m'a aussi inspiré. Et enfin, dernier point pour caractériser la démarche, quelqu'un a dit de ce livre justement qu'il introduisait en quelque sorte une phénoménologie des usages. Je n'avais pas pensé à le dire comme ça. Vous savez, on parle de sociologie des usages par exemple. Mais phénoménologie des usages, ça me semble assez juste pour justement tenter de définir cette approche qui vise à comprendre les usages vécus des techniques du point de vue perceptif. Alors pour ça, l'objectif c'est la finalité, c'est d'essayer d'objectiver la subjectivité des usages vécus des techniques. C'est assez difficile à faire. Dans ce livre, L'être et l'écran, je l'ai surtout fait en recherchant dans le passé des éléments qui permettaient d'étayer le propos, des témoignages par exemple. Mais on pourrait aussi le faire, ça pourrait être une deuxième phase du travail, en menant des entretiens justement phénoménologiques,
sur la situation présente, comment les uns et les autres nous vivons les techniques. En tout cas, cette dimension de phénoménologie des usages est utile et intéressante. Elle peut d'ailleurs être très utile dans les disciplines du design, au sens large. Peut-être que c'est le cas, peut-être que vous êtes dans ces disciplines-là, on pourra en reparler. Un autre point aussi, c'est que dans cette conférence et dans ce livre, je ne dis pas un mot du capitalisme numérique, je ne dis pas un mot des enjeux économico-politiques du numérique. Donc, peut-être vous aurez des questions à ce sujet, mais ce n'est pas l'approche. L'approche, ce n'est pas justement l'interaction entre l'individu et la société, ça, les sociologues, les politologues et tout un tas d'autres penseurs et d'autres philosophes aussi le font très bien. Donc c'est vraiment cet angle, l'interaction du sujet et de l'objet. Qu'est-ce qui se noue ou se joue dans notre expérience perceptive avec ces choses qu'on appelle les êtres numériques ou qu'on peut appeler les êtres numériques. Je me sens plus proche de ce point de vue de penseurs comme Milad Douei qui définit le numérique dans une perspective humaniste comme justement l'élément d'une nouvelle culture, ou j'aurais pu le citer, ou je le citerai plus tard, Michel Serres, bien qu'il n'est pas non plus de la génération du numérique, mais je trouve quelque part qu'il parle assez bien, sinon du numérique, en tout cas de ce rapport phénoménologico-anthropologique qu'on peut avoir avec les techniques. Et j'insiste sur le fait qu'en France, c'est assez peu développé. Il y a un énorme focus du discours sur les aspects économico-politiques du numérique et assez peu sur les autres aspects, je trouve. Voilà, alors ça, je vais présenter les choses en 3 temps. Et puis ça va être, on va partir du plus abstrait, puis on va progressivement aller vers des choses concrètes. Il y aura plein d'images et d'exemples pour illustrer cela. Mais la première partie va être un peu abstraite pour juste poser un petit peu le cadre théorique sur lequel je m'appuie dans ce travail. Et donc, ça concerne justement les relations entre technique et perception au sens large, pas forcément dans le contexte du numérique. Et justement, j'en suis venu à me reposer des questions aussi simples et élémentaires que qu'est-ce que percevoir, qui est justement l'objet même de la phénoménologie. Je le disais tout à l'heure, phainos, ça veut dire apparaître. Donc, qu'est-ce que c'est que phainein, comme on aurait dit en grec ancien, qu'est-ce que c'est qu'apparaître, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que se manifester. Alors, la question de la perception est une question qui donne vite le vertige et je voulais tenter de vous le donner en quelques images simples qui ne viennent pas de la philosophie mais qui ont une dimension philosophique forte. Ici, on voit en fait la manière dont différents êtres vivants perçoivent. C'est une approche biologique. On voit par exemple la même pièce en haut à droite vue par un chien, en bas à gauche vue par un humain, en bas à droite vue par une mouche. Et on voit que selon les dispositions biologiques, organiques, etc., physiologiques, les déterminants physiologiques et biologiques, on n'a pas la même perception du monde au sens où ce n'est pas le même monde qu'on voit. Hein. Par exemple, la mouche voit en rouge et noir, le chien voit tous les objets, d'ailleurs la mouche aussi, mais pas toutes les couleurs. Et peut-être qu'il y a des êtres qui voient plus de couleurs que nous. Il n'y a pas de raison que nous soyons l'élément de référence. À vrai dire, on ne le sait pas. En général, les philosophes présupposent que cet être, c'est Dieu. Mais je ne sais pas, d'ailleurs, je ne suis pas assez expert pour savoir si on a une vue d'ensemble très claire des capacités perceptives de tous les êtres vivants. Mais on sait que les abeilles voient les ultraviolets. Hein, donc si on faisait des photos du joli coucher de soleil qu'il y avait il y a quelques minutes derrière nous avec les ultraviolets, ça ne ferait pas les mêmes pages Instagram. Ou si les faucons voient à 3 km dans la nuit noire. Voilà, il y a des biohackers d'ailleurs qui ont tenté de reproduire cela en s'injectant un liquide dans l'œil qui augmente leur capacité visuelle pendant 24 heures. C'est assez drôle ou troublant. Mais en tout cas, c'est pour dire que d'abord, le premier substrat de la perception, il est biologique et qu'il donne déjà le vertige sur le plan philosophique parce que quel est le vrai monde ? C'est le monde de la mouche, c'est le monde du chien, c'est le monde de l'humain. C'est difficile à trancher. Et justement, Jacob von Uexküll, qui a étudié ça il y a longtemps, avait donné ce nom en allemand de Umwelt à cette idée de monde propre. Nous avons tous un monde perceptif, tous, c'est-à-dire les êtres vivants. Il y a le monde perceptif de la mouche, le monde perceptif du chien, le monde perceptif de l'humain, l'Umwelt. Et par métaphore, il donnait la métaphore de la bulle de savon pour l'expliquer. En haut, c'est ce que nous voyons, les êtres humains, dans une clairière, des fleurs, une abeille qui butine. Il nous dit, imaginons qu'autour de chaque abeille, il y a une petite bulle de savon. C'est son Umwelt. C'est une métaphore pour qualifier son monde perceptif propre. Et elle, l'abeille, en revanche, de ce que nous savons d'elle, c'est qu'elle ne perçoit en fonction de... Elle n'est dotée de capteurs biologiques
elle est dotée de capteurs biologiques tels qu'elle ne perçoit que les éléments qu'on voit schématisés en bas. Donc par exemple, elle ne voit pas les tiges verticales, ça n'existe pas, puisque ce n'est pas perçu, donc ça n'existe pas. Donc là, on retombe sur des vieilles questions qu'on trouve chez Berkeley, par exemple, au XVIIe siècle. Est-ce que ce qui est réel, c'est ce qui est perçu? On trouve ça aussi dans Matrix, et dans plein d'autres, évidemment, œuvres de la littérature, entre justement la confusion entre ce qui est perçu et ce qui est réel. C'est une énorme question. Donc est-ce que les tiges existent? Du point de vue de l'abeille, non. Et Uexküll a très bien étudié tout cela. Alors, y a-t-il un rapport entre ces questions de perception et la technologie ou les techniques? Oui. L'hypothèse, en tout cas, de ce travail, c'est de montrer qu'en fait, la perception, ce n'est pas un processus qui est seulement biologique, naturel, au sens classique du terme, neurocognitif au sens plus moderne, mais qui a une dimension psychoculturelle peut-être, ou technoculturelle ici. Culturelle, il faut l'entendre ici au sens civilisationnel. Et donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Quelle est cette dimension phénoméno-technique, on va revenir d'ailleurs sur ce terme, de la perception. On peut l'illustrer déjà en images tout simple. Des techniques ou des artefacts différents font naître des perceptions et des ambiances perceptives différentes. On pourrait faire cette conférence à la bougie. On ne vivrait pas tout à fait la même expérience perceptive, visuelle, sensorielle de la présence de vous à moi, de moi à vous. Et donc là, on le voit bien, la bougie, elle est chaude, elle est généralement odorante, elle dégage un halo de lumière particulier que les peintres, comme Georges de la Tour ou d'autres, ont su saisir. Et donc, on le sent intuitivement qu'il y a un lien entre technique et perception. On peut aussi le figurer avec des artefacts plus récents ou plus modernes. À gauche, c'est le premier prototype de la souris par Douglas Engelbart dans les années 70. Et on voit bien que les ambiances perceptives et donc les expériences possibles que l'on peut faire des choses en fonction des artefacts changent. On pourrait aussi se référer à la manière dont l'art nous renseigne aussi sur cette question. Ici, on voit la fée électricité, ce grand tableau de Dufy qui est immense au musée d'art moderne de la ville de Paris. Enfin, il n'y a pas l'échelle, mais l'échelle humaine est très petite par rapport à l'étendue, et qui est une commande de la compagnie d'électricité de l'époque à Dufy. Donc, on lui avait demandé de représenter un peu le miracle ou le mirage ou le social de l'arrivée de l'électricité, en tout cas ce qu'on pourrait appeler rétrospectivement la révolution électrique. Nous aujourd'hui on parle de la révolution numérique, mais il y a eu une révolution électrique dans les usages et dans la perception à une époque, à la fin du 19e, début du 20e. Et moi ce qui me frappe dans ce tableau, c'est le titre, la fée électricité. D'ailleurs, j'imagine que cette expression a une histoire, mais en tout cas, elle est saisie ici dans le titre. Et ce qui est intéressant avec le mot « fée », c'est évidemment que ce mot vient signer la présence d'un univers magique. C'est comme si l'électricité, c'était magique. On pourrait le dire avec de la culture populaire, si vous voulez. On pourrait prendre Les Visiteurs, par exemple, le film. Et puis, vous vous souvenez peut-être cet imbécile de Jacouille avec son interrupteur jour-nuit, quand il découvre la lumière. C'est pareil, c'est avec des moyens plus populaires, c'est la même idée. Cette idée que, waouh, la lumière et l'ensemble des possibilités offertes par l'électricité sont, du point de vue perceptif, tellement inhabituels, tellement surnaturels qu'ils n'ont presque l'apparence de la magie. On pourrait parler du cinéma. Justement, l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, 1895, on sait que ce premier film, projeté dans une salle de théâtre, a suscité un mouvement de panique dans la salle. Les gens ont pensé que le train entrait dans la salle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... on voit ce que c'est une culture perceptive. On voit comment notre culture perceptive, elle est fondée sur des possibilités techniques, et que quand une nouveauté technique vient faire apparaître une nouveauté perceptive, il y a un temps de sidération qui peut aller avec de l'enthousiasme ou avec de l'anxiété. Là, c'est de la panique. Et j'imagine que là, vous commencez à tirer des liens avec l'ère du numérique aussi, qui est inévitable. Donc il y a forcément un temps d'adaptation de notre imaginaire phénoménologique lorsqu'on est confronté à des technologies nouvelles. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire humaine que nous sommes confrontés à des technologies nouvelles. La preuve, mais nous, on a oublié, puisqu'on n'est pas des natifs du cinéma, on n'est pas des natifs de l'électricité.
On parle de digital natives aujourd'hui, mais les gens qui ont vécu ces technologies-là dans leur première apparition, si on pouvait les interviewer, ce serait formidable. Alors, il y a cette phrase d'un auteur de science-fiction qui dit « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ». C'est assez intéressant de le voir comme ça. Ça vient préciser ce qu'on était en train de montrer. Et ça a été repris et commenté cette fois-ci de manière beaucoup plus scientifique, récemment d'ailleurs, par un des patrons de l'intelligence artificielle et de la robotique au MIT aux États-Unis, Rodney Brooks, dans un très bel article où il tente de démystifier un peu les fantasmes qu'on a autour de la technologie, de l'innovation technologique. Et c'est lui qui, à un moment donné, avec un peu d'humour, dit « Si on montrait aujourd'hui à Newton, non pas une pomme, mais un produit Apple, il serait incapable de comprendre de quoi il s'agit et il aurait tendance à le voir comme un objet magique parce qu'il aurait absolument aucun moyen intellectuel et théorique pour analyser. Il se poserait des questions du genre « Si l'iPhone peut être une source de lumière sans feu, peut-il aussi transformer le plomb en or ?» Voilà quel serait le désarroi de Newton face à un tel objet, d'après Rodney Brooks. C'est une autre façon d'illustrer cette idée. Alors voilà, je le disais en introduction, la technique est peut-être moins liée au monde de l'objet qu'on ne le croit. Et moi, ce que je tente de faire dans ce travail, c'est de montrer qu'il y a une dimension forte, la dimension du sujet, en tout cas, est fortement impliquée dans les questions techniques, à un point qu'on n'imagine, je crois, pas. Et on verra dans la fin de la présentation les conséquences que ça peut avoir sur nos jugements au quotidien, notamment nos jugements de valeur. Si on essaie maintenant de donner un peu d'épaisseur philosophique à ces constatations, à ces exemples qu'on vient de pointer, on peut se référer à des choses qui peuvent paraître comme ça un peu éloignées au premier abord, un peu arides, mais dont on va voir qu'elles ont une portée et une pertinence pour notre propos. Et pour ça, je vous propose d'aller vers Bachelard et vers le travail de philosophe des sciences de Bachelard, qui justement a tenté de comprendre ce qui se passait dans la physique nouvelle, la physique du début du XXe siècle, qui n'est plus nouvelle aujourd'hui, et qui venait aussi d'ailleurs poser des questions de perception. Mais ça, c'est pas propre à Bachelard, c'est juste l'idée, il faut le rappeler, qu'on sait qu'il y a des atomes depuis Épicure et Lucrèce, mais on pense qu'il y a un noyau dans l'atome seulement depuis le début du XXe siècle. C'est vers les années 1910 que les scientifiques ont fait l'hypothèse qu'il y avait un noyau atomique. Simplement, dans ces années-là, c'est qu'une hypothèse théorique, c'est une idée, c'est une abstraction. On ne peut pas faire une expérience perceptive du noyau atomique, on ne peut pas en faire pousser dans son jardin ou en recueillir dans ses bras. En tout cas, il y en a dans son jardin, mais on est même, nous aussi, constitués d'atomes, mais on n'en a pas une expérience perceptive, ce n'est pas à notre échelle. Et donc, il a fallu, pour en faire quelque chose d'objectif, d'observable, il a fallu construire des techniques. Il a fallu, dans les années 1930-35, construire des accélérateurs de particules. Vous savez, ça ressemble à un immense tuyau, on va dire en langage ultra simple, dans lequel on fait s'entrechoquer des particules élémentaires de matière propulsées à très grande vitesse, et puis on observe les réactions produites par ces chocs. Et de cette manière-là, on vient objectiver la présence à l'échelle de l'infiniment petit du noyau d'un certain nombre d'éléments, de phénomènes qui sont aujourd'hui bien connus. Pourquoi c'est intéressant? Mais parce que tout simplement, ça nous révèle, et ça c'est Bachelard qui nous le dit, ça nous révèle une dimension de la technique qu'on ne soupçonnait pas, mais qui ici, chez Bachelard, est révélée dans le contexte de la science. Et cette dimension, ce qu'il appelle lui une phénoménotechnique, il dit la science est une phénoménotechnique parce que la science construit des techniques, comme les accélérateurs de particules, qui en quelque sorte font apparaître, font apparaître des faits ou des réalités, ou disons engendrent des phénomènes. C'est-à-dire que sans les accélérateurs de particules, le noyau atomique, c'est une fantaisie. C'est une fantaisie de l'imagination, fût-ce de l'imagination intellectuelle, c'est une fantaisie. Mais avec les accélérateurs de particules, ça devient une réalité qu'on n'observe pas directement, mais on l'observe à travers la médiation de l'accélérateur de particules. Alors ça, c'est quelque chose de formidable, parce qu'avant cela, on pensait que la science, c'était uniquement une activité descriptive. La botanique, la zoologie, l'anatomie, on décrit, on nomme. Oui, la science est descriptive, c'est vrai, elle est aussi explicative, mais ce que montre Bachelard, c'est qu'elle est aussi productive de phénomènes. Elle n'est pas seulement là
en train d'observer des phénomènes, tenter de les décrire, les expliquer, elle contribue à les produire. Parce que pour les observer, elle crée des appareils techniques qui jouent un rôle dans la production phénoménale, l'apparition, si vous voulez, de ces faits. Alors, moi j'ai tenté en fait d'étendre, j'ai fait l'hypothèse que ce que dit Bachelard à propos de la science est généralisable à tous les autres domaines. Et que finalement, il n'y a pas que dans les sciences que des conditions techniques viennent structurer, organiser la perception ou le champ perceptif. En ce moment même, même s'il y a débat sur l'usage de ce micro, vous pouvez faire de moi une expérience auditive médiatisée par ce micro, mais si j'enlève ce micro, il y aura toujours une médiation technique, les murs de cette architecture qui nous isolent du bruit de la ville. On trouvera toujours des éléments techniques qui structurent notre champ perceptif. Même dans ce qu'on croit être le face-à-face naturel entre deux êtres humains, il y a toujours une médiation technique. Si vous pensez par exemple qu'aller boire un verre avec un ami, c'est naturel, il n'y a pas de technologie, vous vous trompez. Déjà, il y a le verre de bière et puis il y a la table qui crée un face-à-face rapproché si vous êtes assis, ou le comptoir, ou que sais-je. Il y a toujours, même la ville est un artefact, le trottoir, le quai de la Garonne, c'est un artefact, c'est un ensemble d'éléments techniques. J'ai même écrit un article, d'ailleurs, pas par provocation, mais pour montrer que si on se rend sensible à ce point de vue, on peut le trouver partout. Un article dans lequel je soulignais la dimension technique de certaines expériences humaines que nous avons l'habitude de penser comme n'étant pas techniques, comme par exemple faire l'amour, la sexualité ou l'amitié. En fait, on sait bien, dès qu'on commence, qu'il y a des conditions de faisabilité pour faire l'amour, souvent techniques, on pourrait en citer beaucoup, l'isolement du regard, qui est généralement une préférence occidentale. Pour ça, il faut 4 murs ou quelque chose du genre. Ou les aspects, je ne sais pas moi, les sextoys, ce que vous voulez, ou la contraception. Il y a toujours des éléments techniques dans toute expérience humaine qui viennent opérer une médiation. Et donc, ce qu'on voit chez Bachelard, ceci, à savoir que la technique a une sorte de pouvoir phénoménologique, elle a le pouvoir d'engendrer la phénoménalité, la capacité d'apparaître. Eh bien, on peut le retrouver dans tous les domaines de l'existence. C'est ce que moi je résume avec un seul mot, ce mot d'ontophanie. Phanie pour phainen, apparaître, et puis ontos, l'être. Ontophanie, c'est apparition de l'être. L'être, c'est un objet, un visage, un paysage, mais qu'il n'y a pas d'apparition de l'être. Il n'existe aucun processus de manifestation qui ne soit conditionné techniquement. Trouvez-moi un exemple dans lequel nous, êtres humains, nous ferions une expérience perceptive sans qu'il y ait une médiation technique à un moment ou un autre, à un niveau ou un autre, qui opère ou qui joue un rôle dans cette expérience perceptive. Il y en a toujours, y compris, comme j'essayais de le dire, dans des expériences intimes qui nous paraissent très éloignées de la technique et qui le sont aussi, éloignées de la technique, parce que faire l'amour, c'est d'abord une expérience physique et psychologique, mais tout de même, elle n'est réalisable aussi que grâce à des aspects techniques. Donc, c'est ce que j'ai appelé finalement la phénoménotechnique, terme de Bachelard, généralisée à tous les phénomènes, et pas seulement limitée ou restreinte aux phénomènes de la science. Donc, ontophanie veut dire apparition de l'être, en tant que cette apparition est techniquement conditionnée. Je ne pouvais pas employer le mot technophanie, parce que Simondon l'a déjà employé en un sens différent, mais c'est comme ça que j'ai proposé de le définir. Ce n'est pas tellement le terme qui compte, c'est l'idée. Et pourquoi un nouveau mot aussi? Pour essayer de provoquer un décalage du regard par rapport aux habitudes de pensée, aux concepts habituels. Et ça nous apprend que les techniques, justement, ce ne sont pas seulement, je vais me mettre un petit timing quand même, un petit timer devant moi, les techniques ne sont pas seulement des outils, on a souvent cette vision instrumentale de la technique. On dit les outils numériques, on dit les instruments, etc. Là, ce qu'on essaie de montrer, c'est que les techniques, ce sont des structures perceptives. Elles organisent notre champ perceptif et ce faisant, elles déterminent la qualité de l'expérience que nous faisons des choses et des êtres. Et donc, je dis ceci en faisant un petit jeu de mots pour faire comprendre la proximité entre technique et perception, mais c'est qu'effectivement, on peut voir toutes les techniques comme des appareils, au sens phénoménologique du terme, c'est-à-dire des espèces de machines à percevoir, donc des appareils dans lesquels se coule l'apparaître. Il y a vraiment une proximité, je crois, entre ces deux aspects. Et tout cela, on le vérifie en constatant, en observant les objets
sur lesquels nos pratiques se fondent. En fait, tout ce que nous faisons, toutes nos pratiques se fondent sur des appareils avec lesquels elles se confondent. Prenons un exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un livre ? C'est une question qui reste encore très débattue aujourd'hui, à l'ère du livre numérique, etc. Parce que pour nous, êtres humains du début du XXIe siècle, la réalité livre, l'être, ontos, l'étant livre, il est associé à un artefact qui est en gros le codex typographique, qui n'est pas représenté en image. On voit un codex manuscrit à droite, c'est-à-dire des pages de papier coupées, reliées, numérotées, etc. Mais nous, en plus, on le connaît sous forme typographique, c'est-à-dire imprimé, grâce à l'invention de Gutenberg. Et donc pour nous, le concept même, ou l'idée de livre, ou l'être livre, est indissociable de cet artefact-là, ce qui fait que, quand on regarde un rouleau, nous, on ne se dit plus que c'est un livre, on dit que c'est un rouleau. Mais quand le codex n'existait pas, les livres, c'était des rouleaux, il n'y avait pas débat. Et puis, quand on voit des livres numériques, on ne sait pas toujours bien si c'est vraiment des livres. En tout cas, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Est-ce qu'un livre numérique, c'est vraiment un livre ? Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit à travers ces exemples ce qui se joue. Et j'ai retrouvé, un peu au hasard de mes recherches, peut-être un effet de sérendipité, ce travail de chercheurs américains sur la naissance du codex et qui, à un moment donné, cite un témoignage, et moi c'est ce témoignage qui m'a intéressé, qui permet de percevoir justement ce que c'est un récit d'usage vécu des technologies. L'anecdote est la suivante. Un citoyen romain décède, on est environ vers le 2e, 3e siècle à vérifier. Et puis il est propriétaire d'un certain nombre de livres chez lui. Et puis dans son testament, il est dit qu'il donne ses livres à ses enfants. Et l'homme de loi chargé d'administrer le testament, en se rendant à son domicile, constate qu'il y a chez lui des rouleaux et des codex. Et la question est, est-ce qu'il faut transmettre le tout aux enfants ou seulement, comme ça va de soi, les rouleaux ? Parce que les rouleaux sont des livres, ça va de soi, mais les codex, ces petits gadgets technologiques, ces petites feuilles de papier coupées, reliées, numérotées, on ne sait pas trop ce que c'est. Parce qu'à la bibliothèque d'Alexandrie, il y a des centaines de milliers de rouleaux. Et ces petits gadgets-là, c'est encore un peu nouveau, c'est comme Twitter au début. Et donc, il y a débat sur la question de savoir si ce sont des livres, et puis il arrive à cette conclusion, une conclusion éminemment philosophique, mais prononcée en contexte juridique, oui, les codex doivent aussi être considérés comme des livres. Oui, quand même, il faut qu'on accepte que ce sont des livres, parce que ça ne va pas de soi. Donc c'est formidable, parce que nous, on est à l'étape d'après, où pour nous, ça va tellement de soi que les codex typographiques sont des livres, et puis que d'autres artefacts qui se présenteraient comme livres n'en sont peut-être pas, ou en sont peut-être moins. Ce qui amène à cette définition du livre comme un peu plus large, mode d'écriture visant une fin déterminée. Alors, ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est que finalement, nous sommes tous natifs d'un âge technologique. Nos perceptions portent l'empreinte de l'âge technologique dans lequel nous sommes nés. Et donc, on parle de digital natives ou de natifs du numérique depuis quelques années. Moi, je propose au contraire de dire que nous sommes tous des technological natives, nous sommes tous natifs d'une technique. Il y a eu, je le disais tout à l'heure, des natifs de l'électricité ou du chemin de fer, ou du téléphone, maintenant on dit du numérique. Et ça a du sens, cette expression natif d'une technologie, si on lui donne un sens phénoménologique, justement. En tout cas, moi, c'est le sens que je lui vois et que je trouve intéressant, et qui montre qu'à chaque époque, chaque génération réapprend à percevoir, et qu'on ne perçoit pas de la même manière selon l'époque dans laquelle on vit. Percevoir le ciel, je prends souvent cet exemple, percevoir le ciel à la Renaissance, quand l'environnement technique est fait de mécanismes de bois basés sur la force animale ou la force naturelle, la force de l'eau ici par exemple, c'est pas faire la même expérience perceptive que percevoir le ciel à l'âge de la première révolution industrielle, pas tellement parce que le ciel va être noirci par la fumée de l'industrie naissante, c'est pas ça. C'est simplement dire qu'à chaque époque technique, il y a ce que Bertrand Gilles a appelé un système technique, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui font système et qui peuvent s'analyser sur différents plans, le plus petit élément étant la structure, puis l'ensemble, puis la filière, puis le système. Ça, ce sont les concepts de Bertrand Gilles. Et donc un système technique, c'est lui-même qui le définit. Le système technique de la Renaissance, c'est mécanisme de bois et force naturelle.
Mais quand on vit dans ce système technique-là, on fait une expérience perceptive qui est en continuité charnelle avec la nature, parce que l'eau, c'est un élément dont nous sommes nous-mêmes constitués, le bois est un élément, un matériau vivant, apprécié pour cela, alors que là, on fait une expérience perceptive en rupture avec l'environnement naturel, ou plus en rupture, parce qu'on est dans le métal, le charbon, la machine à vapeur, un autre paysage perceptif. Nos perceptions sont frappées toute la journée par ces qualités perceptives-là, et ça vient forcément, c'est l'hypothèse que je fais, modifier l'acte de percevoir. Nous, on vit encore un peu dans ce qui reste ou devient, je ne sais pas comment dire, de la deuxième révolution industrielle, celle des machines électriques et des machines à moteur qui a donné à l'automobile, l'aviation, etc. Et c'est encore un autre paysage perceptif. Et puis quand l'informatique est arrivée, on a cru que c'était ça notre imaginaire ou notre réalité perceptive, l'imaginaire du poste de travail. Finalement, ça a un peu évolué parce que avec l'informatique ubiquitaire, on se trouve en fait en situation de mobilité. Et puis en plus, maintenant, le numérique est très proche de nous et nous mesure, produit des données sur nous, comme ici en santé, mais dans plein d'autres domaines. Donc l'ontophanie numérique, c'est justement que devient le processus d'apparition de l'être en contexte technologique numérique, c'est-à-dire dans ce qu'on peut appeler le système technique numérique. Et ce n'est pas une mode, le numérique, quand on voit justement le nombre de décennies qu'il a fallu pour qu'il se constitue. Et je rappelle d'ailleurs que la machine à vapeur, qui est l'élément clé du système technique de la première révolution industrielle, ça a pris 70 ans avant que la machine à vapeur soit stabilisée dans sa version entre guillemets finale par James Watt. Eh bien on voit que ça fait, on sera en 2020 l'an prochain, ça fait un siècle que ce nouveau système technologique dont nous commençons à ressentir vraiment très fort les effets se met en place. Et il ne faut pas confondre informatique et numérique. Et ce qui nous fait entrer dans le numérique, c'est la troisième couche, c'est la couche des réseaux. Avant cela, on est dans l'informatique ou dans l'électronique. Et vous voyez que les inventions techniques datent déjà d'un certain temps. Alors, voilà, cette première partie visait à montrer cela, que les techniques font système à une époque donnée, ça a déjà été montré par les historiens, mais que ces systèmes techniques sont des milieux perceptifs, des Umwelt, pour revenir à von Uexküll, des bulles de savon. Nous baignons dans la bulle de savon numérique. Alors, nous baignons dedans, qu'on soit né dedans ou pas, mais nous baignons dedans, en tout cas, on est entouré de cela. Et ceci doit être analysé comme un événement phénoménologique avant tout. Et pas d'abord, à mon avis, comme un événement... en tout cas, c'est un événement technique qui est aussi un événement philosophique. Il faut pouvoir analyser comme tel. Bien. Alors, voilà, j'ai posé quelques idées. Maintenant, je vais pouvoir aller un petit peu plus vite et puis déployer un petit peu les conséquences de tout cela dans le moment présent. Qu'est-ce que c'est que percevoir à l'ère numérique? Qu'est-ce que c'est l'ontophanie numérique? Alors, c'est un sujet qui mérite d'être approfondi. Moi, j'ai proposé quelques idées pour l'aborder. La première idée que j'ai proposée, c'est l'hypothèse que le numérique, c'est d'abord un traumatisme phénoménologique, justement. J'emprunte à la psychologie la notion de trauma pour dire qu'il n'y a pas que des traumas émotionnels, il y a aussi des traumas perceptifs. Pensez à l'arrivée du train en gare de La Ciotat, ça a un peu traumatisé les spectateurs dans la salle. Et donc, c'est d'abord des perceptions inédites, le numérique. On n'a jamais vu des choses comme cela. On n'a jamais vu des autrui sur des écrans, ce qu'on a appelé au départ des avatars. Je rappelle que le mot avatar, ça veut dire manifestation divine dans la religion hindoue. C'est encore le mot qu'on utilise parfois pour qualifier ce qu'on appelle plutôt aujourd'hui image de profil. Mais au début, on disait avatar. Ce qui montre, là aussi, comme l'a fait l'électricité tout à l'heure, l'imaginaire magique qu'on a face aux technologies nouvelles. Ce qui se passe, c'est qu'on a réagi de manière dualiste pendant longtemps, et sans doute qu'on le fait encore, c'est-à-dire sur le mode de la séparation entre les choses ou les êtres ou le monde numérique et puis les autres ou les chaises ou les autres. Je fais des anagrammes bizarres, mais en tout cas, entre le numérique et le non numérique, on a vu d'abord et avant tout une rupture, une différence. Ça, c'est sûr qu'il y a une différence, et ça, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais on a surtout vu une séparation, comme si c'était deux réalités distinctes.
on s'est mis à croire en l'existence de deux mondes séparés assez tôt. On peut trouver des références en ce sens. Et on donne aujourd'hui un nom à cela. On appelle ça le dualisme de l'ère numérique, le dualisme numérique, et on le définit comme une croyance. Et il faut prendre le mot croyance dans toute sa force. C'est pas fondé de voir les choses ainsi. Mais si c'est une croyance, c'est que ça vient répondre à une expérience perceptive qu'on a. Et donc, on a tendance à croire, je dis bien on a tendance à croire, qu'il y a d'un côté un monde virtuel numérique en ligne sur écran, puis de l'autre côté un monde soi-disant réel, soi-disant physique, soi-disant hors ligne, soi-disant hors écran. Je mets des soi-disant partout parce que les particules de lumière qui se dégagent de nos écrans, c'est de la matière, hein, c'est des photons qui viennent frapper la rétine. On n'est pas dans l'immatériel, c'est un autre état de la matière. C'est une matière qui se comporte autrement que selon nos habitudes perceptives de la matière. Mais ce qu'on appelle le réel, à tort, en opposant réel et virtuel à tort, parce que ce sont des termes qui ne se sont jamais opposés dans l'histoire des idées, ça fait seulement 20 ans qu'on oppose ces deux termes, alors que le mot virtuel vient d'Aristote, il veut dire potentiel, et veut surtout pas dire irréel. Mais en tout cas, nous, on s'est mis depuis ces 20-30 dernières années à les opposer, puis à se dire le virtuel, c'est ce qui est simulé informatiquement, fondé sur du logiciel, c'est de l'abstraction, c'est coupé du corps, c'est loin de la vérité, c'est le monde de la pilule rouge dans Matrix, c'est le monde de la caverne dans Platon, c'est le monde du simulacre qu'on appelait à une époque aussi le cyberespace. Voilà encore un terme qui vient signer un imaginaire particulier, parce que, comme l'a fait l'électricité tout à l'heure aussi, aujourd'hui, si je vous dis, je vous envoie le programme du printemps de septembre par email, vous n'allez pas avoir l'impression qu'on va dans le cyberespace. On n'est pas en train de mettre un scaphandre pour aller chercher l'information dans un navire, dans une autre réalité. Mais on a quand même eu ce sentiment, cette perception-là du numérique au départ. On sait d'où ça vient. Ça vient probablement de notre conditionnement métaphysique dualiste en Occident, qui consiste toujours à penser le monde de manière duale, comme on le trouve chez Platon, avec l'intérieur ou l'extérieur de la caverne, ou dans Matrix, avec être dans la matrice ou être en dehors de la matrice. C'est un film à haute valeur philosophique. Il y avait eu d'ailleurs un ouvrage avec Alain Badiou sur Matrix, machine philosophique, après la sortie du film. C'est assez intéressant. Et voilà, je ne reviendrai pas sur le mot virtuel. J'ai beaucoup écrit sur ce terme pour montrer qu'il est inadapté, parce qu'il nous conduit à nous tromper, il nous conduit à considérer que l'ensemble des technologies numériques nous amènent dans un autre monde que le monde réel, alors que c'est tout ce qu'il y a de plus réel. Puis je crois qu'aujourd'hui, on s'en rend bien compte quand on voit l'impact du numérique sur tout un tas d'aspects de nos vies. Donc je crois qu'il faut effectivement ne plus utiliser ce terme. Aujourd'hui, dans nos expériences perceptives en ligne, il y a beaucoup de choses qui sont devenues banales, comme s'envoyer un email, on en parlait à l'instant, c'est banal, ça paraît pas, on n'a pas l'impression d'aller dans la 4e dimension avec un scaphandre. Et puis même maintenant, les réseaux sociaux, ça commence à devenir très banal, alors qu'il y a encore 5 ans, ou 10 ans, parce que Facebook a déjà plus de 10 ans, mais ça paraissait un peu surnaturel d'avoir des espèces d'amis en ligne qu'on ne connaît pas hors ligne. Et puis aujourd'hui, ça paraît un peu plus banal, sans parler des sites de rencontres, qui sont d'une banalité totale aujourd'hui, alors qu'il y a 15 ans, c'était perçu comme un truc pour les gens en échec. Ça l'est peut-être encore, mais en tout cas, ça a bien changé. Ce qui a changé, c'est ça. En 20 ans, moi, je me souviens, quand j'ai commencé comme prof de philo, au début de ma carrière, j'avais un collègue, Paul, qui me dit, en 1998, il me dit, Stéphane, on va se créer un email. Quoi ? Un courrier électronique. On va s'envoyer des messages dans le cyberespace. Mais qu'est-ce que c'est ? Et l'adresse que mon ami Paul s'est créée, c'est la suivante. cyberprof@voila.fr. Okay, c'est comme l'a fait l'électricité. C'est ces petits indicateurs d'univers perceptivo-magique ou magico-perceptif qui se cachent dans les mots qu'on emploie à certains moments. Aujourd'hui, j'imagine que son adresse, c'est paul.durand, je ne sais quoi. Et donc, à l'époque, effectivement, on vivait le rapport à autrui médiatisé numériquement comme ancré dans l'anonymat, la double identité. Je ne sais pas si vous avez connu justement l'époque où on parlait d'avatar. Les pseudos, ça existe toujours. Les chats, au sens technique du canal IRC, pour les plus geeks d'entre vous qui avaient peut-être connu ça, ou les forums, c'est les ancêtres en fait des réseaux sociaux, on va dire. Et puis aujourd'hui, on est dans quelque chose de beaucoup plus banal. On ne parle pas d'avatar, mais de photos de profil, etc. Et
finalement on se rend compte que c'est bien notre unique identité qui est, disons, négociée sur les réseaux sociaux, puisque justement les réseaux sociaux nous incitent à donner nos données, nos informations personnelles, parce qu'elles ont maintenant une valeur économique. Donc voilà, il faut cesser de séparer ces deux sphères, il faut les superposer. Il n'y a pas forcément un mot adéquat pour parler de ce que moi j'appelle l'ontophanie numérique, qui est simplement un environnement qui est globalement centré numérique, c'est vrai, mais qui est surtout hybride. Aujourd'hui, comment on peut faire, est-ce qu'on peut vraiment faire la différence? Est-ce qu'on peut dire qu'une conversation commencée sur Facebook qui se poursuit au bar n'est pas réelle quand elle est sur Facebook, mais elle est réelle quand elle est au bar, parce que les arguments sur Facebook n'auraient plus de réalité. On voit au contraire d'ailleurs maintenant avec des années de pratique de Facebook combien les débats sur Facebook virent un peu à tout et n'importe quoi, avec des effets de réalité très forts. On pourrait citer une actualité récente en France de couleur jaune à ce sujet, mais je ne le ferai pas. En tout cas, l'idée d'ontophanie numérique, c'est l'idée que c'est hybride justement et qu'il faut superposer ces deux sphères. Voilà, on vit dans un Umwelt, dans un numérique et non numérique. Moi, je n'ai pas trouvé mieux comme terme que ça, numérique. Il y a du numérique et du non numérique dans nos vies. Et je ne m'aventurerai pas à essayer de qualifier le non numérique avec d'autres mots parce que ça ne marche pas. Le non numérique, ce n'est pas l'immatériel. L'impact écologique de l'Internet est assez dévastateur. Le non numérique, ce n'est pas virtuel au sens commun d'irréel. Le non numérique, ce n'est pas non plus, c'est pas le contraire en tout cas du physique, etc., etc. Alors moi j'ai essayé justement je vais en citer deux comme exemple, mais de proposer d'autres termes, d'autres concepts pour essayer de qualifier le numérique comme un artefact, un objet, dont on fait une expérience en tant que sujet. Et c'est essayer de comprendre comment nous vivons, nous percevons la matière numérique. C'est-à-dire si on considère que le numérique c'est une sorte de matériau qui est à la fois électronique, informatique au sens du code, etc. Eh bien, quelles sont ses propriétés à ce matériau et est-ce que ces propriétés ont des effets particuliers sur nous en termes perceptifs? On peut en citer plusieurs. Par exemple, ce que j'appelle la versatilité, c'est-à-dire le fait que la matière numérique bug. Dans l'histoire, nous n'avons jamais vu de matériau qui avait le culot de bugger. Si par exemple cette colonne-là buguait, c'est-à-dire que tout à coup, elle cesse de se tenir droite et puis elle revient. C'est ça des fois que ça se passe les bugs. Il y a un truc qui ne marche pas pendant une seconde puis ça remarche tout de suite après. Imaginons que sa capacité de portance bug pendant une seconde puis elle ne bug plus après. Enfin, ça nous paraîtrait complètement absurde parce que justement ce matériau-là n'a pas cette capacité. Pourtant, c'est ce que nous font vivre les artefacts numériques, ils nous font vivre cette versatilité-là. On est comme ça, en train de faire quelque chose avec un artefact numérique, et puis tout à coup il bug, puis après il bug plus. Et puis pourtant il n'est pas forcément en panne. À l'époque où on le voit en bas à gauche, ou peut-être encore le cas, je ne sais plus, non. Il y a une époque où pour décrocher un appel entrant sur un iPhone, il fallait glisser comme ça, avec le doigt. Je ne sais pas si vous avez connu ça à ce moment-là. Et puis parfois, on reçoit un appel, on fait glisser pour décrocher, puis ça ne décroche pas l'appel. C'est arrivé au moins une fois à tout possesseur d'iPhone. Et en fait, vous pouvez l'emmener en réparation, il n'a rien. Votre iPhone, il bug. En fait, le premier cas de bug date de 1947. Depuis qu'il y a des ordinateurs, il y a du bug. On ne peut pas faire autrement. Les conséquences que ça a sur nous, c'est qu'on s'habitue à vivre avec de la versatilité, avec de la bugabilité. Ça nous a d'ailleurs pris un certain apprentissage phénoménologico-intellectuel pour arriver à trouver des stratégies aussi, des fois, pour faire avec. On pourrait parler aussi du design du bug ou du non-design du bug, comme l'écran bleu de la mort de Windows. C'est comme ça que les développeurs l'appellent, hein, le blue screen of death. Quand Windows fait ça, c'est que ça va très très mal dans le système. Je ne sais pas si Windows le fait encore, ou si ils ont réglé ce problème de design, parce que c'est quand même faire vivre une expérience perceptive de l'angoisse assez forte à l'utilisateur. Et puisqu'on est dans des propos de ce genre, je finirai de troller sur ce sujet en disant qu'un Mac ne ferait jamais ça. Fin de la parenthèse trollesque. En tout cas, le bug, c'est l'idée de versatilité. J'étais content de voir qu'en 2017, un philosophe, Floridi, a aussi tenté de qualifier cette caractéristique d'une autre manière en parlant de ce qu'il appelle l'insoutenable fragilité du numérique.
où il se réfère, lui, à des expériences plus récentes, notamment un bug informatique à l'aéroport d'Heathrow et 600 000 $ de pertes en 2 heures, plusieurs centaines de milliers de passagers cloués au sol, etc. Et là, on se dit, mon Dieu, il y a un truc qui ne va pas dans l'infrastructure numérique et tout le reste s'effondre. Donc c'est intéressant de le pointer là. Une autre caractéristique, j'en ai défini 11, mais je vais en prendre que 2, c'est la réversibilité. Le matériau numérique a cette capacité d'être réversible, c'est-à-dire on peut revenir en arrière. Ça nous fait vivre des choses réversibles. En général, quand on a un accident de voiture, hélas, ou quand on se fait une fracture, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas faire CTRL-Z ou annuler. Dans les expériences des interfaces numériques, on peut revenir en arrière. On peut reprendre la partie du jeu vidéo, on peut supprimer l'erreur qu'on venait de générer, etc. Et ça, c'est assez formidable parce que ça veut dire aussi qu'on s'habitue à percevoir de la réversibilité. Un jour, je parlais de ça dans une conférence et il y a une maman qui me dit à la fin que son fils, un ado, après avoir fait une bêtise, s'était récemment adressé à elle pour s'excuser en disant « Maman, CTRL-Z ». Je pensais que les raccourcis clavier n'étaient plus connus de nos jours, mais c'était une façon d'exprimer un regret, un désir de revenir en arrière. Et donc, ça montre comment, justement, la matière numérique infuse en nous des nouvelles façons de percevoir. J'avais fabriqué ce petit mème pour plaisanter parce que c'est une autre façon de le dire, c'est ce que dit dans Whatever Works le personnage raté que Woody Allen met en scène, là, ce physicien raté, vous savez, qui a tout raté, même son suicide, et qui dit qu'à propos de l'entropie de l'univers est en entropie, il y a de l'entropie, c'est-à-dire on ne peut pas revenir en arrière. Parce qu'effectivement, la réversibilité, c'est un peu surnaturel, pour nous c'est un peu magique, parce que ce que nous a appris la physique, c'est au contraire que tout est irréversible, toute chose naît et meurt, dit Héraclite. Non, ça c'est la mère d'Hamlet à Hamlet, mais Héraclite dit la même chose. Et puis nous sommes des êtres mortels, et puis c'est irréversible, c'est irréversible, c'est irréversible. Et bien dans le numérique, les choses sont réversibles. Et ça, c'est assez troublant. Enfin, sinon j'en avais 3 finalement, le numérique, comme autrefois le téléphone, est autrui-phanique, il fait apparaître autrui. On peut faire apparaître autrui, c'est-à-dire on peut créer une expérience perceptive d'autrui à travers, par exemple, les réseaux sociaux, ou d'autres technologies de mise en réseau, comme le téléphone, le bon vieux téléphone, ça c'est pas le premier modèle, mais pas loin, le permettait. Et là aussi, j'ai retrouvé une anecdote intéressante qui exprime bien la difficulté du sujet, c'est que c'est le témoignage de Pauline de Broglie qui a assisté à l'installation du téléphone dans le manoir familial en région parisienne vers 1895. Le téléphone a été inventé dans les années 1870 au Canada. Et le temps qu'il se répande, par Graham Bell, et le temps qu'il se répande, il s'est d'abord répandu, comme souvent les innovations technologiques, chez les gens riches. Donc autour de 1900, qui a le téléphone? Les familles aisées. Pauline de Broglie, c'est la sœur du physicien Louis de Broglie, au passage. Donc, et dite comtesse de Pange, le pseudonyme sous lequel elle écrit ses mémoires en 1962, elle raconte comment elle a vu 1900. Et elle explique comment chaque personne a réagi dans la maison à l'installation du téléphone. Et avant ce petit passage-là, elle explique par exemple que déjà un jeune homme n'appellerait jamais une jeune fille par téléphone. Ça se fait pas. On passe par les parents, tout ça. On est en 1900. Ça a un peu changé. Aussi, elle explique que quand ça sonne, on ne décroche pas. Parce que quelle expérience perceptive de référence on a? La sonnette à la porte. Le seul artefact qui sonne dans le quotidien, c'est la sonnette à la porte. Et quand la sonnette sonne à la porte, le domestique va ouvrir, puisqu'on est dans un milieu aisé. Alors maintenant, le téléphone sonne. Domestique, tu vas décrocher, s'il te plaît. On ne va pas aller décrocher le téléphone. Ce n'est pas digne de nous. Ça a bien changé. Et donc, on voit aussi là des usages liés à des époques. Et puis, à un moment donné, elle parle aussi elle en vient à sa maman. Sa maman, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une early adopter du téléphone. C'est-à-dire que c'est un des premiers usagers du téléphone. Elle a vraiment envie d'essayer ça, mais en même temps, ça lui casse un peu la tête parce que ça ne marche pas toujours bien. Puis ensuite, elle en vient à sa grand-mère. Et sa grand-mère, elle ne veut pas y toucher. Et l'argument qu'elle donne, il est formidable parce qu'il est phénoménologique, justement. Elle déteste cette manière de se parler sans se voir. Se parler sans se voir, pas pour moi. Et c'est formidable parce que ça montre, justement,
la phénoménotechnique du téléphone ou l'ontophonie téléphonique. Le téléphone permet ça. Il permet de se parler sans se voir. En tout cas, d'entendre la voix sans un face-à-face visuel, à grande distance. Eh bien, le numérique, l'Internet, les réseaux sociaux permettent aussi d'autres modalités. On peut communiquer sans se parler, sans se voir, chatter sur les réseaux. Ça nous a beaucoup troublés quand c'est arrivé la première fois. Même si aujourd'hui, on peut aussi, sur Skype ou équivalent, se voir en visage, se parler en se voyant, mais tout en n'étant pas là. Voilà une expérience perceptive nouvelle que propose le numérique. Et je vous en montre une autre, un projet de design en Israël il y a quelques années qui s'appelle I'm With You, qui avait fait l'objet d'un article dans la presse spécialisée américaine. Ce sont deux objets connectés, l'un à l'autre. Lorsqu'on pose la main sur l'un, il capte le pouls, donc nos pulsations cardiaques. Et il envoie ça en Wi-Fi sur l'autre objet qui restitue le pouls. Alors imaginons, vous êtes en déplacement et puis, je ne sais pas moi, vous prenez ça contre vous et puis vous passez un appel audio en même temps à votre chéri et puis vous sentez son pouls contre vous ou votre enfant pour le rassurer et l'endormir. À quoi ça sert? J'en sais rien. À quoi servait le téléphone en 1900? On ne savait pas à quoi il servirait. Les historiens du téléphone disent qu'on n'avait jamais imaginé que le téléphone servirait pour travailler. Et puis finalement, ça a été le cas. Donc peut-être ça partira aux oubliettes, mais c'est pour montrer que dans le matériau numérique, il y a des possibilités perceptives inédites qui ont le pouvoir aussi de nous perturber, de nous troubler. Alors je finis, on avait commencé un bras en retard, je suis encore 5 minutes. Ouais. Les 20 heures, je pense qu'on avait commencé vers peut-être 10 ou écart, je ne sais plus. En tout cas, je suis à peu près dans les temps. La dernière partie, c'est quelques situations du quotidien dans lesquelles je voudrais montrer que nous portons des jugements de valeur sur nous-mêmes et nous autres, en lien avec nos usages des technologies. Et ces jugements de valeur sont bien hâtifs, parce qu'ils ne prennent pas en compte cette question du changement de nos habitudes perceptives. Vous allez voir. Par exemple, je vais prendre des exemples vécus, ça sera plus parlant. Ce que j'appellerais l'ontophonie de l'écoute. Comment je perçois, moi, que l'on m'écoute, par exemple, en situation d'enseignement, puisque j'ai beaucoup enseigné, comment se manifeste l'écoute? Comment est-ce qu'elle apparaît? Par exemple, je me souviens d'une histoire, d'une anecdote. J'enseignais à l'époque à Paris, dans une école de design, et puis, petit comité, étudiants impeccable, sélectionné dans une formation plutôt privilégiée, donc tout se passe bien en termes de comportement. Puis on est 12-15 autour de la table, une étudiante fait un exposé, et puis je vois un étudiant qui agite sa main droite derrière une écharpe qui tient sa main gauche. On est là vers 2011-2012, ça date dans nos habitudes perceptives. Et je me dis, j'ai un petit réflexe de prof traditionnel, un petit pincement de cœur, je me dis, peut-être qu'il n'écoute pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Et puis, je décide de considérer que je n'en sais rien et d'enquêter. Alors, comme il est connu pour être le geek de la classe sur Twitter, tout ça, déjà à cette époque-là, c'était peu fréquent, je lui envoie un petit tweet discrètement pendant l'exposé. Je lui dis, est-ce que vous êtes avec nous? Il ne me regarde pas, tout ça, il continue. Puis je reçois une réponse. Monsieur, le Wi-Fi de l'école ne marche pas. En fait, il était en train de chercher un mot prononcé par l'étudiante qui faisait un exposé, sans déranger, chercher quelque chose pour soutenir son écoute, selon un rythme individualisé qui ne perturbait pas le groupe. Je trouvais ça assez formidable. Puis ça m'a rappelé une autre anecdote. Quand j'enseignais la philo en terminale, un élève qui, comme il y en a souvent en terminale, au moins quelques-uns, qui n'a pas l'air d'écouter. Il dessine, par exemple, il ne prend pas de notes. Alors, quand on doit préparer les élèves pour le bac, on se dit, bon, qu'est-ce que... Mais bon, ma position, c'est de dire, il est grand, il ne veut pas prendre de notes, je ne vais pas lui dire, prends des notes. Puis ça se passe comme ça, au fil des semaines. Évidemment, il n'interagit jamais. Et puis un jour, parmi plein d'autres jours, similaires à d'autres jours, je veux dire, je pose une question, comme je le fais tout le temps, à la classe, en lien avec un élément du cours, et puis là, subitement, il répond. Il répond à la question, il prend la parole, et moi, pour le coup, phénoménologiquement, j'étais un peu perturbé. Et puis ça m'a rappelé qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans l'expérience perceptive de chacun, et qu'on peut aussi écouter sans prendre de notes. Même si je pense que prendre des notes soutient le mieux l'écoute, c'est sûr. En tout cas, touche pas à mon ontophonie, c'est une petite provocation que je fais parfois aux enseignants pour dire pourquoi vous ne me faites pas confiance si je suis votre cours sur un écran plutôt que sur du papier.
Moi, j'ai déjà parlé avec des enseignants, notamment à l'université, dans les amphis, où il y a des ordinateurs portables, et puis ça fait des murs d'écran comme ça. Il y a des enseignants qui le vivent très mal, ils considèrent que c'est un mur entre eux et les élèves. Mais peut-être que si c'était un livre posé à la verticale, ça ne serait pas un problème, comme le rouleau et le codex, je ne sais pas. Mais bon, voilà, c'est une question qui se pose, mais qui se pose en termes d'abord perceptifs, je pense. Il faut d'abord qu'on analyse le choc que ça nous fait, qu'on comprenne s'il y a vraiment un problème, ou si c'est nous qui avons du mal à faire avec le changement. On pourrait en prendre d'autres, des exemples. Ça, c'est une photo que j'avais faite dans le métro parisien il y a quelques temps. J'avais coupé les têtes et puis je me suis dit, ben voilà, à droite, une digital native ou un digital native qui joue sur Candy Crush dans le métro avant d'aller au travail parce qu'il s'ennuie. À gauche, quelqu'un qui lit un livre. Probablement le Rouge et le Noir, le Père Goriot. Quelqu'un qui a un vrai rapport au savoir. Alors qu'à droite, ça ne peut pas être un vrai rapport au savoir. Parce qu'on a ces idées en tête. On a ces idées qu'il y a plus de valeur à gauche qu'à droite, sans même qu'on sache ce qui se passe. Je me souviens d'ailleurs dans certaines réunions, je le fais moi maintenant, comme je prenais des notes beaucoup à une époque sur l'application bloc-notes de mon téléphone, je commençais par m'excuser au début de la réunion. Parce que je sortais mon smartphone, puis je faisais ça comme ça devant les gens. Puis il y avait ceux qui avaient leur beau carnet Moleskine, qui faisaient pareil. Mais eux, c'était beau. C'était noble, c'était bien. Puis moi, j'avais l'air... je me sentais mal. Alors excusez-moi, je sors mon smartphone, mais ne soyez pas inquiets, je prends des notes comme ça en fait. L'écriture aussi, je me souviens de cette double page dans Le Monde il y a quelques années. Faut-il encore écrire à la main? J'ai adoré cette formulation des choses, tellement elle m'a choqué en fait. Parce que vous écrivez avec quoi sur un clavier? Est-ce qu'on écrit avec le pied? Moi je considère qu'écrire sur mon clavier, c'est écrire à la main aussi. En tout cas, moi je sens de la motricité cognitive dans mes doigts quand je tape sur mon clavier, comme sur le piano ou la guitare. Donc, c'est tout ce rapport-là au double support. Oui, un jour, j'ai dû réécrire une lettre manuscrite au sens manuscrit papier, et puis j'ai cru mourir de la main. Parce que je suis gaucher contrarié, et du coup, quand j'écris de la main droite, ça va, hein, ça s'est bien passé pour moi dans ma scolarité, mais j'avais oublié ce que ça faisait. Et je me suis observé en train d'écrire cette lettre à la main sur papier, et puis je me suis rendu compte que je dépensais de l'énergie cognitive et motrice pour que les lignes du texte soient droites et parallèles, vous savez. Et puis en fait, ça m'a fait prendre conscience de cela, c'est qu'en fait, dans l'expérience d'écriture papier, on mobilise de l'énergie sur certaines choses qu'on ne mobilise pas sur l'écran. Bon, ça, c'est un témoignage personnel qui n'a aucune valeur généralisante. C'était juste pour ajouter un élément. Et donc, j'aime bien citer Michel Serres quand il dit que foutaient nos neurones avant l'invention de l'écriture. Parce que c'est ce genre de questions qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui pour se méfier de l'esprit de peur, l'esprit d'anxiété qui domine massivement notre époque sur de nombreux sujets et qui, je pense, est un empêchement à penser ce qui se passe avec le numérique. Et ça nourrit nos habitudes dualistes. En général, on a l'habitude de penser en vrai, faux, bon, mauvais. Qu'on le veuille ou non, il y a ça qui est dans nos habitudes intellectuelles. Et c'est assez facile de glisser de réel physique déconnecté hors écran à vrai et bon, et de glisser de virtuel numérique en ligne sur écran à faux et mauvais. Si je montre cette image, je peux dire, dans les sociétés post-modernes, hyper urbanisées, les êtres humains se côtoient au quotidien et ne se parlent plus, ils ne se voient même pas. Leurs oreilles sont bouchées par des petits écouteurs de couleur blanche. Leur champ visuel est obstrué par... etc. Alors qu'avant, les êtres humains, grâce au pouvoir socialisant du papier, avaient une énorme capacité de vivre ensemble dans les transports en commun. Et je le dis avec un peu de provocation pour justement provoquer un petit réveil sur nos habitudes de jugement qui me semblent problématiques. Ça aussi, ça avait été tweeté beaucoup il y a 2-3 ans. À gauche, c'était l'image de gauche qui était tout le temps tweetée. C'est au Rijksmuseum à Amsterdam, et puis on voit de jeunes adolescents qui littéralement tournent le dos à l'art. Tournent le dos à Rembrandt pour lui privilégier des écrans. Cette photo, c'est vrai, elle est formidable, mais en même temps, elle a... Alors, ça revient des fois encore sur Facebook. Il y a des gens qui ne savent encore pas que
la vraie histoire de l'image, dramatique, cette jeunesse, etc. Et on sait, parce qu'il y a d'autres images qui ont été beaucoup moins tweetées, qu'en fait les élèves ou les ados sont sur une application du musée avec un médiateur culturel ou un enseignant. Ils ne sont pas en train de tourner littéralement le dos à l'art parce qu'ils seraient décervelés par les écrans. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui, puis vous allez sûrement en parler sur les écrans, et puis c'est certain qu'il y a des limites à fixer. Mais moi je voulais montrer aussi dans une perspective historique que notre rapport aux technologies, il est profond, il est subtil, et que nous sommes en train de vivre une transition fondamentale à ce sujet. Et donc forcément, c'est forcément perturbant. Et que si on ne prend pas assez ce recul, en faisant chacun un peu d'auto-analyse, on va se ruer un peu trop vite, je crois, dans des jugements de valeur peu productifs. Voilà, peu de publicité pour mes publications. Je vous remercie.